c'est l'affirmation d'un régime parlementaire. Au cours des années 1870, la République a de plus en plus de partisans et est maintenue en place, car on finit par la considérer comme la solution la plus rassurante face à l'aventure que serait une restauration de la monarchie. Ainsi, le régime républicain, qui faisait peur à une grande partie de la classe politique depuis 80 ans, est devenu, dans les années 1870, un gage de calme et de stabilité. Les lois constitutionnelles votées entre 1871 et 1875 visent à établir un régime où les pouvoirs s'équilibrent. Le pouvoir législatif appartient à un parlement qui est formé de deux assemblées. Il s'agit de permettre à l'une d'elles, le Sénat, de freiner les ardeurs de l'autre, la Chambre des députés. En effet, le Sénat doit incarner la stabilité politique. Le mandat des sénateurs est plus long, 9 ans. Ils sont renouvelés par tiers. Les sénateurs sont aussi des gens plus âgés, car pour être éligible, il faut avoir plus de 40 ans. Enfin, le mode de désignation, une élection par des élus locaux majoritairement ruraux, rend le Sénat plus conservateur que la Chambre des députés, où les députés sont élus directement par un même nombre de citoyens. Les deux assemblées ont les mêmes pouvoirs. Elles proposent des lois, les discutent et les votent. Elles discutent et votent aussi le budget de l'État. Et enfin, elles contrôlent le gouvernement. Le gouvernement est, avec le président de la République, l'un des deux organes du pouvoir exécutif. Comme on l'a vu, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le chef du gouvernement, qu'on appelle le président du Conseil, doit répondre de ses actes devant les deux chambres du Parlement qui peuvent le renverser. Le gouvernement doit donc disposer d'une majorité au Parlement pour pouvoir gouverner. L'autre tête de l'exécutif, le chef de l'État, le président de la République, est lui irresponsable. C'est-à-dire que personne ne peut contrôler ses actions ni le renverser. Il nomme le gouvernement, ce qui renforce la légitimité du gouvernement face aux deux chambres. Le président de la République a aussi le droit de dissoudre la Chambre des députés. Ce droit de dissolution existe pour permettre au président de régler des conflits graves entre la Chambre des députés et le gouvernement. Mais après la dissolution ratée décidée par MacMahon en 1877, aucun président n'ose plus utiliser ce pouvoir. Le successeur de MacMahon, le républicain Jules Grévy, se soumet aux décisions de la Chambre. Dans son discours d'entrée en fonction, Jules Grévy déclare qu'il ne s'opposera pas aux décisions du Parlement. L'Assemblée nationale, en m'élevant la présidence de la République, m'a imposé de grands devoirs. Je m'appliquerai sans relâche à les accomplir, heureux si je puis, avec le concours sympathique du Sénat et de la Chambre des députés, ne pas rester en dessous de ce que la France est en droit d'attendre de mes efforts et de mon dévouement. Très bien, soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ces organes constitutionnels. Dans les projets de loi qu'il présentera au vote des chambres et dans les questions soulevées par l'initiative parlementaire, le gouvernement s'inspirera des besoins réels, des vœux certains du pays et d'un esprit de progrès et d'apaisement. Après Jules Grévy, la fonction de président de la République perd l'essentiel de ses pouvoirs et devient plutôt une charge honorifique. Ainsi, du fait des premières années de pratique des institutions, la Troisième République devient un régime parlementaire, où le gouvernement dépend de l'accord du Parlement pour pouvoir agir. Une situation qui rendra les gouvernements de la Troisième République très instables. Dans le même temps, élection après élection, les républicains sont de plus en plus forts et peuvent enraciner les valeurs de la République dans la société française.